Voilà 2 semaines que j'ai cessé de dormir. 2 semaines remplies d'un dégoût sans nom pour une décision politique qui aura de lourdes conséquences pour les finances publiques de notre pays. Ce cri de détresse est celui d'une inspectrice du travail. 6 mois après le début de la crise sanitaire, elle rédige cette lettre à sa hiérarchie où elle dénonce les failles dans les procédures de versement du chômage partiel aux entreprises. Chanceux est le fraudeur qui effectue sa demande après 18 heures, car à 19 heures, sa demande s'en trouve validée. 5 minutes après, sa demande part pour le paiement. Dans cette lettre, que nous avons pu consulter, l'inspectrice du travail détaille le pillage des caisses de l'État par des fraudeurs. J'ai les doigts qui saignent à force de chiffrer tout cet argent qui ne servira pas à ouvrir des lits d'hôpitaux. Sur son seul secteur, elle estime le montant de la fraude à 3 millions d'euros. Entre mars et septembre 2020, des centaines de millions versés par l'État se sont volatilisés. Emmanuel Macron l'avait annoncé il y a 1 an, la France serait généreuse. L'État prendra en charge l'indemnisation des salariés contraints à rester chez eux. Un mécanisme exceptionnel et massif de chômage partiel sera mis en œuvre pour protéger nos salariés et pour protéger nos entreprises. Quoi qu'il en coûte, là aussi. À l'époque, il faut sauver à tout prix les entreprises. Les ministres Bruno Le Maire et Muriel Pénicaud décident d'accélérer le versement des aides. 2 jours suffisent pour toucher l'argent de l'État. D'habitude, c'est 15 jours de délai. Là, c'est 48 heures. On va essayer de le raccourcir encore. La réponse est dans les 48 heures. Si dans les 48 heures, vous n'avez pas de réponse, c'est accepté. Pour percevoir les indemnités du chômage partiel, rien de compliqué. Le chef d'entreprise doit remplir un simple formulaire en ligne. Il faut donner un numéro d'immatriculation de la société, le SIRET. Il faut également renseigner un numéro de téléphone, une adresse mail et un numéro de compte bancaire. Aucun justificatif n'est demandé. Les fraudeurs s'engouffrent dans la brèche. Des chefs d'entreprise indélicats s'inventent des salariés. Nous nous sommes procuré un document confidentiel de la direction de l'inspection du travail de Seine-Saint-Denis. Le résultat d'à peine 2 semaines d'enquête. Il répertorie une 60aine de sociétés suspectées de fraude. Dans la colonne de gauche, les sommes qu'elles ont déjà perçues du chômage partiel. Dans celle de droite, leurs nouvelles demandes. Dans la dernière colonne, il est indiqué pourquoi ces sociétés sont suspectes. Certaines sont radiées du registre du commerce, d'autres ne payent plus leurs cotisations sociales ou encore n'ont pas d'employés. Qui sont ces fraudeurs du Covid ? Dans cette liste de l'inspection du travail, seulement des petites PME. Il y a des entreprises du BTP, des petits restaurants ou encore des sociétés de chauffeurs de taxi. J'en choisis une au hasard, une société de location de voitures. Elle prétend avoir 10 salariés, elle a obtenu plus de 44 000 € de chômage partiel. Pourtant, elle est radiée du greffe, c'est-à-dire qu'elle n'a plus d'existence légale. Elle se situe en Seine-Saint-Denis, au nord de Paris. En cherchant son adresse, je tombe sur un petit pavillon. C'est monsieur... Ça fait longtemps qu'ils habitent plus là ? Les personnes qui m'envoient les courriers, ils n'ont pas encore leur nouvelle adresse. D'accord. Donc les courriers viennent, nous on garde pour eux, ils viennent, ils récupèrent. Ah, ils viennent ici, ils récupèrent. Ça fait à peu près 4 ans. 4 ans que vous le voyez plus ? Le pavillon qui sert de boîte aux lettres, le chef d'entreprise qui a disparu sans laisser d'adresse. Ces 44 000 € versés par l'État ont-ils réellement servi à indemniser des salariés ? Pas si sûr. Je me rends au siège d'une deuxième société. Elle a été créée à la veille du confinement. Elle ferait du transport routier.
prétend avoir 9 salariés alors qu'elle ne les a jamais déclarés. Pourtant, elle a déjà perçu 85 000 €. À l'adresse, pas d'enseigne, aucun camion ni marchandises. Mais le nom du gérant qui a touché les aides Covid figure bien sur une des boîtes aux lettres. Bonjour monsieur. On cherche une société de transport. Ça vous dit quelque chose ou pas? Non. Ça vous dit rien? Il n'y a pas de société de transport dans l'immeuble? Non, non. Vous connaissez monsieur? Pourquoi en fait? Ben, je vous pose la question, c'est vous? Oui, c'est moi. Parce qu'en fait, voilà, je vous explique. Vous avez obtenu... Il reconnaît être l'homme que nous cherchons. Je l'interroge sur les 85 000 € qu'il aurait touchés en chômage partiel. Vous avez 9 employés, c'est ça? C'est bien ça? Et pourtant, vous ne les avez pas du tout déclarés C'est mon fils. Qui a cette société? Ouais. D'accord. Et il emploie combien de personnes, votre fils? Ah, ça, je sais pas. D'accord. Merci, monsieur. Dites-moi, vous auriez son numéro de téléphone par hasard? Non, j'ai pas. Ah, c'est dommage. Vous êtes sûr? Oh, c'est vous, c'est ça. Merci. J'espère avoir plus de chance avec une troisième société. Une entreprise de menuiserie qui ne paye plus de cotisations sociales depuis fin 2019. Pourtant, elle a déclaré 10 salariés. Elle a touché 22 000 € de chômage partiel et en réclame le double. Nous voici à Rosny-sous-Bois, où l'entreprise est domiciliée. À nouveau, pas d'enseigne, pas de nom du gérant sur la boîte aux lettres. Un voisin vient à ma rencontre. Bonjour monsieur, je cherche la société... Ça vous dit quelque chose ou pas? Il est parti, il est plus là. Il est parti? Ouais, c'est là, c'est ici. Il était là ici avant? Ah bon. Mais il y a combien de temps? Maintenant, c'est des gens qu'ils ont squattés aussi, ça fait 1 an et demi là qu'il est parti. Là. D'accord. L'entreprise est-elle toujours en activité? J'identifie son gérant grâce aux réseaux sociaux. Il habite dans ce quartier pavillonnaire. Le quinquagénaire accepte de sortir quelques minutes pour échanger avec moi. A-t-il touché à tort les 22 000 € de chômage partiel? Pourquoi vous l'avez touché en fait, cet argent en fait? Ils ont dit comme quoi on a le droit. Comme quoi on avait le droit de toucher quelque chose, comme on avait perdu du travail et puis tout ça. C'était pour indemniser combien de salariés, vous savez? 5 je crois. 5 salariés? 5. Et vous avez les noms de ces salariés? Là non, là sûrement non. Vous vous rappelez pas des noms vous vous souvenez pas des noms des salariés? Je ne me rappelle jamais. L'inspection du travail pense que vous avez touché ces 22 000 € que vous n'auriez pas dû les toucher. Je sais pas. Ça il faut voir avec le comptable. C'est le comptable qui doit savoir ça. Ouais. Donc vous dites que vous avez touché cet argent et que vous deviez le toucher, que c'est normal. Je sais rien moi. Ah, vous savez même pas si c'est normal que vous ayez touché cet argent? C'est ce qu'on a le droit, donc après je sais rien moi. Mais c'est vous qui l'avez demandé cet argent? Non. C'est le comptable qui l'a demandé? Donc c'est pas vous? Non. L'artisan prétend avoir versé l'argent à ses ouvriers. Mais au fil de la conversation, il n'est plus tout à fait sûr d'avoir eu des employés lors du premier confinement. Au mois de mars, il y avait des gens qui travaillaient? Mars, avril, mai, il y a des gens qui travaillaient? Je sais que j'avais jusqu'à descendre sur... Jusqu'au mois de décembre, c'est sûr, ils travaillaient? Qui travaillaient, mais je me rappelle plus. Après, vous vous souvenez pas? Après je crois que je sais plus exactement. Non, parce que normalement, si vous n'avez plus de salariés, vous n'auriez pas dû toucher du chômage partiel pour cette société, en plus pour, soi-disant, 10 salariés. Vous comprenez? Normalement, ouais. Il y a quelque chose qui ne va pas, non? Vous ne trouvez pas? Il y a un problème. Ouais. Donc c'est l'argent qui tombe un peu du ciel. Voilà. Qui tombe du ciel. Voilà. Le gérant aurait donc perçu du chômage partiel indûment et ce serait la faute de son comptable. Je décide de l'appeler. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir madame. Je cherche à joindre monsieur Ciel, s'il vous plaît. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Je suis en train de m'interroger sur une société qui s'appelle... C'est une société avec laquelle vous travaillez. Oui, il y a longtemps. Il y a longtemps. Et vous travaillez plus avec elle? Non, je travaille plus, j'ai plus de relation. Depuis combien de temps à peu près? Ça fait 2 ans. Parce que je vous Et explique. qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'en fait, c'est une société qui a
perçu du chômage partiel, Ah oui. L'équivalent de 22 000 euros pour entre 6 et 10 salariés. Eh ben non. Alors que la société semble, d'après mes informations, être radiée de l'URSSAF depuis le 31/12/2019. C'est étonnant. C'est étonnant. Moi, je ne peux pas vous renseigner sur ça parce que je gère plus cette société depuis 2 ans. D'accord. Et donc les payes, je les fais plus et depuis ces années, donc je comprends pas comment il a pu faire ça. Donc il y a que lui qui peut vous répondre, quoi. Voilà plusieurs mois que cette société est suspectée de fraude. Elle n'a jamais été inquiétée. Ni le gérant, ni le comptable n'ont reçu le moindre coup de fil des services de l'État. Pourquoi ces fraudeurs présumés ne sont-ils pas contrôlés? Nous aurions bien aimé poser la question au ministère du Travail en charge du chômage partiel. Mais personne n'a souhaité nous répondre. Seul un inspecteur du travail, soumis au secret professionnel, a bien voulu témoigner à visage caché. Selon lui, c'est seulement 3 mois après le début des fraudes que les premiers contrôles poussés ont commencé. Lui et ses collègues se sont retrouvés alors noyés sous le nombre de dossiers à traiter. On est capable de retrouver n'importe lequel de ces personnes, en fait. Mais il faut un peu de temps. C'est pas ce qu'on a là en ce moment. En 6 mois, ouais, je peux leur monter un dossier de fraude et je les fais tomber, bien sûr, en 6 mois, mais en 6 mois en bossant sur cette société-là. En les retrouvant, en retrouvant l'employeur, en retrouvant les contacts, en allant chez le comptable. Bah non, mais c'est pas le temps, j'ai déjà 100 autres dossiers. J'ai pas le temps de revenir sur les dossiers. On laisse passer, on dit, bon bah a priori, bloquer le dossier, quoi. Selon l'inspecteur, par manque de temps, de nombreux détournements ne seront jamais signalés à la justice et l'argent ne sera sûrement jamais récupéré. D'après lui, si l'État n'encourage pas le contrôle, c'est pour ne pas contrarier les entreprises. L'administration est trop tatillonne, elle bloque l'activité économique, elle empêche le décollage, elle empêche l'embauche. Les règles protectrices qu'on est censé appliquer, en fait, sont néfastes à l'économie. Le gouvernement qui a tenu ce discours-là, jour après jour, avant la crise du Covid, a continué à tenir le même discours. Ils ont dit, on va vous accueillir comme on vous accueille d'habitude, on ne pose pas de questions, vous déposez votre dossier, votre bonne foi est présumée, et on va passer à la suite. C'est ça qu'ils ont fait. Et les fraudeurs savent très bien que la phrase « votre bonne foi est présumée », c'est pain béni pour eux. Le gouvernement a-t-il péché par naïveté? Ou bien considérer la fraude comme une perte acceptable pour relancer l'économie? En tout cas, l'été dernier, branle-bas de combat à Bercy. Les enquêteurs de Tracfin, la cellule du renseignement financier, sont tombés sur de bien plus gros clients. Des réseaux internationaux aux techniques sophistiquées auraient pompé les aides au chômage partiel par millions. Dans leur rapport, ils décrivent d'importants mouvements financiers. Au 30 septembre 2020, plus de 90 dossiers ont été transmis par Tracfin à l'autorité judiciaire pour un montant de 22 millions d'euros et un enjeu financier moyen de 238 000 euros par dossier. Un journaliste a enquêté sur les méthodes de ces escrocs de haut vol. Leur mode opératoire, détourner l'identité de milliers d'entreprises et encaisser l'argent à leur place. À chaque fois, ils repèrent une faille, que ce soit dans l'État, que ce soit dans des entreprises ou des particuliers. Dans le cas présent, c'est l'administration qui a eu une faille. En fait, les escrocs vont tout simplement usurper l'identité de 7000 entreprises en France. Ils vont récupérer le numéro de SIRET, l'adresse, le nom du gérant d'une entreprise. C'est des documents, des informations qui étaient essentielles pour demander le chômage partiel. Sauf qu'au moment de donner le compte en banque sur lequel doit être viré le chômage partiel, c'est leur compte en banque, un compte en banque créé pour l'occasion, qu'ils vont donner. Au départ, ces escrocs du Covid visent des petites entreprises. Puis ils s'attaquent à plus gros, avec un procédé plus complexe. Les fraudeurs usurpent l'identité d'une entreprise de grande taille, demandent du chômage partiel pour des centaines de salariés. Cela peut représenter des millions d'euros. Mais pour brouiller les pistes, ils demandent à faire verser l'argent sur le compte d'une deuxième société, plus petite, qui n'est pas dans le coup. 48 heures plus tard, une fois l'argent versé,
Ils appellent la petite société en se faisant passer pour le fisc. Ils prétendent que l'argent a été transféré par erreur et demandent un remboursement immédiat. Évidemment, les escrocs communiquent leur propre numéro de compte bancaire. Qui sont ces voleurs si bien organisés? La piste des transferts de fonds mène à l'étranger. Selon le journaliste du Parisien, ce mode opératoire porte la signature d'un réseau d'escrocs bien connu des policiers. Ce circuit de l'argent, c'est un circuit que les enquêteurs spécialisés connaissent très bien. C'est un circuit qu'on a retrouvé dans les arnaques à la taxe carbone, dans les arnaques aux faux virements. C'est un système d'évasion de l'argent qui est prisé des groupes criminels franco-israéliens. C'est dans les années 2008-2009 que l'on a parlé pour la première fois d'un groupe d'escrocs franco-israéliens. Ils avaient été mis en cause dans ce qu'on appelle le casse du siècle. Une fraude à la TVA sur la taxe carbone qui avait permis de détourner 1,5 milliard d'euros d'argent public français. Sur la trace des arnaques au chômage partiel, nous décidons de nous rendre à Tel Aviv. Une unité de police israélienne chargée de lutter contre ces fraudeurs a accepté de nous rencontrer. Elle se situe à un quart d'heure de Tel Aviv, dans la ville de Lot, dans ce bâtiment, l'équivalent du FBI israélien. D'après nos informations, ces policiers travailleraient avec les gendarmes français pour retrouver les auteurs des fraudes de chômage partiel. Le dossier est sensible. Plus de 55 millions d'euros auraient été détournés. Pas question de parler des enquêtes en cours. Le directeur de la communication est intraitable. On est bien d'accord, on a tout passé en revue. Il y a des choses dont on va parler et des choses dont on ne parlera pas. C'est comme vous voulez. On va faire ça en confiance. Je vous demande que ce soit le plus court possible. C'est cet haut gradé qui est chargé de nous répondre. Jusqu'ici, Israël n'avait pas pour habitude d'extrader ses nationaux. Mais dans ce dossier, ce ne sera pas le cas. C'est le message qu'elle tient à nous faire passer. Je tiens à dire que l'idée reçue selon laquelle des escrocs pensent trouver l'asile politique en Israël est une erreur. Aujourd'hui, la lutte contre la criminalité et les fraudes dépasse largement le cadre des pays. Les frontières n'arrêtent pas les criminels. Et la police israélienne coopère au niveau international pour faire appliquer la loi. Il y a aujourd'hui une enquête en France sur des personnes ou des entreprises qui ont détourné le dispositif du chômage partiel pour toucher de l'argent. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet? Bien sûr. Elle ne pourra pas répondre. La policière est stoppée dans son élan par le directeur de la communication assis derrière nous. Que sait-on de ces escrocs? La plupart seraient âgés de 30 à 40 ans. Certains ont grandi en France. Ils maîtrisent les rouages de la gestion d'entreprise et de l'informatique. Leur cible principale, l'argent public. Nous avons rendez-vous avec Emmanuelle Elbaz Phelps. Cette journaliste a enquêté sur leur méthode. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les mêmes équipes travaillent sur plusieurs arnaques en parallèle. Et à chaque fois qu'on entend parler d'une nouvelle possibilité, tiens, le chômage partiel, elle va essayer de prendre part pour pouvoir toucher, voler, dérober encore quelques milliers ou dizaines de milliers d'euros là où c'est possible. Pour la journaliste, ces groupes criminels ont développé un savoir-faire bien particulier. C'est vrai que pour ce genre d'arnaque, à partir du moment où il y a un contact humain au téléphone, il faut quelqu'un qui sache avoir ce qu'on appelle la tchatch, c'est-à-dire convaincre la personne au bout du fil de faire un virement d'une somme importante alors qu'il ne sait pas avec qui il parle. Et les escrocs franco-israéliens parlent français,
sans accent. Il n'y a aucune puce à l'oreille puisque la personne sait s'exprimer et connaît le système français et les termes à employer pour convaincre son interlocuteur. Ce sont des gens qui cherchent de l'argent facile avec des méthodes en fait, qu'ils connaissent maintenant et qu'ils mettent en pratique depuis une bonne dizaine d'années, si ce n'est plus, et ça passe de génération en génération. Les policiers français et israéliens travailleraient main dans la main pour stopper les escrocs. Mais pour l'instant, aucune interpellation n'a eu lieu. La France aurait-elle pu éviter cette fraude massive? En septembre dernier, 6 mois après le début des détournements d'argent, l'État finit par changer les règles. L'argent du chômage partiel est versé non plus en 48 heures, mais en 15 jours. Le temps de procéder à des contrôles en amont. Et cela change tout. L'inspecteur du travail que nous avions rencontré a désormais plus de temps pour vérifier les demandes. En télétravail dans son appartement, il a bien voulu nous laisser filmer le contrôle d'un petit patron électricien qui réclame 30 000 €. J'ai le SIRET et l'adresse de l'entreprise, le nom de la personne qui est à contacter, c'est souvent le gérant ou bien le comptable. Il déclare un certain nombre de salariés. 3 salariés pour 2730 heures à indemniser. Donc on va vérifier ça. Donc je peux rentrer le SIRET de cette société. J'ouvre l'entreprise. Et là, problème, on n'a aucun salarié. Donc il faut quand même que je procède à une vérification. Cette vérification, donc, je vais l'effectuer en passant par un autre site, qui est donc le site de l'URSSAF. S'il y a des embauches, normalement, je le verrai là-dessus. Aucun résultat. C'est-à-dire? C'est-à-dire que j'ai aucune embauche. En tout cas, aucune embauche déclarée. Alors, à ce moment-là, je vais appeler l'employeur pour essayer de savoir c'est quoi l'affaire. Allô, bonjour, monsieur Chateau. Oui, bonjour, inspection du travail. Oui, je vous appelle par rapport à votre demande d'activité partielle. Oui, vous avez déclaré que vous demandiez le chômage partiel pour 3 salariés. Oui, 3 salariés. Depuis combien de temps ils travaillent pour vous? Depuis, ça fait juste un peu avant le confinement, on a commencé. Un peu avant le confinement. J'ai un souci avec cette demande, c'est que je n'ai aucune information concernant l'embauche de vos salariés. Ah bon? Oui. Par ailleurs, les informations qui proviennent de l'URSSAF ou de l'INSEE nous indiquent que vous n'avez aucun salarié en fait. D'accord, ok. C'est pas pour moi, je vais vivre comptable. D'accord. L'employeur a joué les surpris, mais en fait il ne l'est pas. Ça je vois bien. C'est-à-dire que la réponse, c'est la réponse type de « Ah oui, mais le comptable a dû faire, et je sais pas pourquoi ». Et il sent bien que là, je pense que cette demande n'aboutira pas en fait. Cette demande n'aboutira pas parce qu'en fait, il n'a pas les infos, puisqu'en fait, c'est non existant. On a mis quelqu'un devant le fait accompli que ça n'allait pas marcher son truc. Voilà, donc ça c'est peut-être qu'on a probablement évité une fraude. S'il retire son dossier, on n'en parlera plus. Voilà. Ce monsieur ne sera pas inquiété d'avoir fait une fausse déclaration ou une fausse demande, en fait On n'a pas le temps de les traîner en audition pénale pour des choses comme ça. Là, moi, j'ai 15 demandes à traiter cette semaine. Là, j'ai passé le coup de fil qui va bien. J'ai bien compris que le type, il n'avait rien à me dire. Donc, bon, bah, tant pis, on passe au suivant. En janvier dernier, le ministère du Travail communique sur les chiffres de la fraude. Elle concernerait moins de 1% des 27 milliards distribués au titre du chômage partiel. 500 000 contrôles auraient été effectués. Le montant de la fraude, 225 millions d'euros, est un gros chiffre. 225 millions dont plus de la moitié a déjà été bloqué ou récupéré. 225 millions d'euros de fraude, mais le ministère du Travail affirme en avoir déjà récupéré plus de la moitié. Comment l'argent a-t-il pu être récupéré ? Toutes nos demandes d'interview au ministère du Travail ont été refusées. Nous avons rencontré un responsable syndical à l'inspection du travail. Simon Picou s'interroge sur les chiffres avancés par son ministère. Il faudrait leur demander comment ils ont obtenu ces chiffres.
Est-ce qu'il parle uniquement de ce qui a été détecté ? Mais si c'est le cas, il est évident qu'on n'a pas pu tout détecter. Il y a eu plus d'1 100 000 demandes d'indemnisation présentées au titre du chômage partiel. Il est évident que les services de l'État n'ont pu en contrôler qu'une partie. Le chiffre de 500 000 contrôles lui paraît farfelu. Pour arriver à ce chiffre-là, le ministère mélange des choux et des carottes, c'est-à-dire qu'en fait, il mélange des véritables contrôles réalisés in situ dans les entreprises avec demande de pièces, examen des pièces, voilà, retour à l'employeur, des choses qui prennent du temps, et de simples échanges mail ou vérifications sur un logiciel qui vont beaucoup plus vite. Et il mélange tout ça sciemment pour arriver à un chiffre impressionnant de contrôle qui se veut rassurant pour les administrés. L'autre inspecteur que nous avons interrogé dénonce la mollesse de l'administration. L'organisme de paiement de l'État aurait refusé des remboursements alors que l'enquêteur avait tout fait pour récupérer l'argent des fraudeurs. Qu'est-ce que vous leur avez dit quand vous les avez pris la main dans le sac? Reversement, sinon police, menottes, prison. Alors évidemment c'est un peu, etc. Mais en tout cas ça leur a fait suffisamment peur pour qu'ils prennent leur petite mimine, ils tapent le RIB de l'organisme de versement et que l'argent reparte dans l'autre sens. Et ça c'était une bonne solution pour récupérer l'argent? l'argent? Pas mal, ouais, mais ça n'a pas marché en fait. Pourquoi? On s'est fait reprocher, gentiment. Par qui? Par l'organisme de versement, qui ne savait pas pourquoi l'argent revenait sur son compte et de qui, en fait, de quelle société provenait l'argent. Ça devait visiblement être trop de travail et donc ils ont dit qu'il fallait qu'on laisse tomber cette solution-là. Chômage partiel, fonds de solidarité, fraude. Le quoi qu'il en coûte à la française a coûté cher aux finances publiques. Une centaine de milliards d'euros. Mais une autre mesure d'aide aux entreprises, beaucoup plus discrète, a bouleversé les règles du jeu. Le tribunal de commerce de Lille, en décembre dernier. Derrière leur masque, ces jeunes chefs d'entreprise ont le sourire. Leur PME qui fabrique des imprimantes 3D a déposé le bilan. Mais grâce à une circulaire récente du gouvernement, ils espèrent pouvoir la reprendre pour la sauver. Jusque-là, c'était quasi impossible. C'est chouette parce qu'en fait, pour certaines boîtes, ça fait sens. Alors, faut que le tribunal l'accepte, faut que le tribunal le valide, etc. Mais ça fait vachement sens, ça permet de continuer des activités. Mais c'est aussi des promesses d'emploi, c'est aussi des jobs futurs. On est confiants et on est aussi plein d'espoir. Ce qui leur permet de reprendre leur entreprise, c'est cette ordonnance Covid, décidée en Conseil des ministres en mai 2020. Une petite révolution. Elle autorise les patrons en dépôt de bilan à garder les rênes de leur société et effacer leurs dettes si leurs difficultés sont une conséquence de l'épidémie. Il faut d'abord convaincre les juges. Les jeunes patrons ont un argument, l'emploi. Ils proposent de garder 8 salariés sur 10. L'audience est ouverte, vous pouvez vous asseoir. L'administrateur judiciaire qui accompagne depuis 2 ans ces chefs d'entreprise en difficulté va plaider en leur faveur. Je vais laisser la parole à Maître Labis pour nous exposer l'état de la situation. Nous avons réalisé 3 appels d'offres. Nous avons reçu 13 marques d'intérêt. Aucune n'a déposé d'offre de reprise, de sorte que si aujourd'hui, étant la seule solution qui permette la sauvegarde de l'emploi, je pense que votre tribunal doit l'accueillir favorablement. Les entrepreneurs proposent également de réinjecter 250 000 € dans l'entreprise et prévoient d'éponger un tiers de la dette. Monsieur le Président, monsieur le procureur... C'est au tour du représentant des créanciers de prendre la parole. En 2 temps, compte tenu de la sauvegarde de l'emploi, puisque l'emploi est sauvegardé, du paiement du passif, puisque nous pouvons considérer que plus d'1 tiers du passif sera apuré, et bien dans ces circonstances, bien entendu, je formule un avis favorable à la présentation du plan. Bien, les débats sont clos. Le tribunal va se retirer pour délibérer. Vous pouvez rester dans cette salle. En attendant la décision des juges, les jeunes patrons se rassurent comme ils peuvent.
C'est un beau projet, c'est un beau projet. Ouais, ça a fédéré tout le monde, comme je l'ai indiqué, c'est bien, c'est bien. Je pense que ça va faire plaisir à l'équipe tout à l'heure. Quelques minutes suffiront, le dossier étendant. Oui, puis il y a le soutien du personnel, c'est bien, c'est bien. À peine quelques minutes plus tard, le tribunal rend sa décision. Donc après en avoir délibéré, le tribunal va ordonner... C'est gagné. Les jeunes patrons peuvent repartir à zéro, débarrassés d'1 million d'euros de dettes. Qui a été choisi par les repreneurs. Voilà, donc maintenant le tribunal souhaite bonne chance à cette reprise, à ses nouveaux dirigeants et aux salariés qui participent à cette aventure en espérant le succès. Voilà. Le tribunal vous remercie. L'audience est levée. Racheter son entreprise en faillite, cela a toujours été contraire au Code du commerce. Quand le président du tribunal a pris connaissance de cette ordonnance Covid, il est tombé de sa chaise. C'est quand même la porte ouverte à d'éventuels effets d'aubaine. Et au fond, après tout, c'est trop facile. Il suffit de déclarer la cessation de ces paiements, je formule une offre, et puis en fait, je ne paye pas mes dettes. Et dans le même temps, eh bien, je rachète à bon compte mon entreprise en repartant de plus belle. Une fois le coup de surprise marqué, en quelque sorte, eh bien, nous avons, comme tout juge, tenu compte des textes qui nous demandent de les appliquer, et nous les avons appliqués, bien évidemment, mais avec le discernement et les précautions que le texte nous demande de prendre. Des précautions, il n'y en a qu'une. Elle est spécifiée dans l'ordonnance. Son application n'est possible que si la cession envisagée est en mesure d'assurer le maintien d'emploi. Plusieurs parlementaires se sont émus. Des patrons en auraient-ils profité pour faire oublier leur mauvaise gestion ou leur mauvais choix? Le maintien d'emploi a-t-il toujours bien été respecté? Plusieurs de ces entreprises ont fait polémique. La marque de meubles Alinéa est rachetée par son patron, Alexis Mullier, dont la famille est classée 6e fortune de France. Bilan, 17 magasins sont fermés et 992 salariés sont licenciés. La famille Mullier rachète une autre de ses marques, Fil d'Art. Cette fois, c'est 100 boutiques qui disparaissent et 125 salariés sont laissés sur le carreau. L'équipementier automobile Inteva reprend sa propre filiale, une usine est fermée et 223 salariés perdent leur emploi. Dans le sud de la France, à Montpellier, l'un des premiers chefs d'entreprise à avoir bénéficié de cette ordonnance a concentré toutes les critiques. L'entreprise, c'est Orchestra, une chaîne de magasins spécialisée dans la puériculture et la mode pour enfants. À sa tête, un couple, Pierre et Chantal Mestre. Elle est chargée d'imaginer les collections de vêtements et lui s'occupe des finances et du développement. Là, on vous amène au magasin de Saint-Onès, qui est le magasin qui est à côté du siège, qui est un des plus grands magasins du groupe en Europe. Il y a 26 ans, Pierre Mestre a créé les premiers supermarchés en France dédiés à l'univers de l'enfant. Il a ouvert des magasins en Europe, en Afrique et aux États-Unis. Celui-ci fait 2600 mètres carrés. Ce n'est pas le plus grand du groupe, puisqu'à Bruxelles, on en a un qui fait 4800 mètres carrés. Mais c'est le plus grand de France avec celui de Metz et celui de Niort qui font 2500 à 2700 mètres carrés. Oui. Parti de rien, Pierre Mestre est devenu un des leaders de la mode pour enfants. Suivant comment on compte, on est entre 2e et 4e français. Donc on est leader, on est dans le trio de tête sur la partie vêtements. À son apogée, sa société a même été cotée en bourse. Mais en 2020, catastrophe. Orchestra se retrouve en liquidation judiciaire. Deux candidats s'affrontent pour acheter l'entreprise. D'un côté, un solide groupe saoudien, déjà actionnaire, qui possède des dizaines de centres commerciaux. De l'autre, Pierre Mestre,
le PDG en déroute. En termes d'emploi, les deux offres sont très proches, mais les Saoudiens sont prêts à injecter plus de cash. Le verdict tombe en juin dernier. Pierre Mestre l'emporte grâce à l'ordonnance Covid. 50 magasins sont fermés en France et 300 salariés sont licenciés. Devant les caméras de télévision, le patron l'annonce, la larme à l'œil. J'ai d'abord bien entendu et prioritairement une pensée pour tous ceux qui vont nous quitter. Voilà. Parce que la restructuration du groupe passera par là. Le Covid, pour lui, c'est une embellie, quelque part. Parce que sans cette ordonnance, je ne pense pas qu'un tribunal va redonner une entreprise à quelqu'un qui l'a planté de 600 millions. La justice a fait un joli cadeau au patron en suspendant 650 millions d'euros de dettes. Pierre Mestre conteste ce montant retenu par le tribunal. Les syndicats sont foudrage, les fournisseurs aussi. Et ils sont nombreux. Nous avons récupéré un document issu du tribunal de commerce. Sur 500 pages, il fait la liste des 2000 créanciers qui, pour la plupart, ne seront jamais payés. L'entreprise, par exemple, doit 23 millions au Trésor public. Un fournisseur chinois a fait une croix sur 6 millions d'euros. Parmi les créanciers non payés, il y a aussi des banques, des usines de textiles, des PME. À Paris, j'ai rendez-vous avec Grégory Pascal. Lui et 15 de ses employés faisaient du marketing sur Internet pour Orchestra. Il a fait un trait sur 1 700 000 euros. Ah ben oui, moi je me suis dit, on se fait avoir. On a été quand même en contact régulier avec eux. Et ils nous ont promis main sur le cœur, mais je vous assure, il n'y aura pas de souci, il n'y a pas de problème, etc., etc. On s'est dit, on s'est fait avoir. On s'est dit, on s'est fait mener en bateau. Et maintenant, ça place notre société dans une difficulté qui est majeure. On récupérera zéro de ça, 0 euros. Grégory Pascal a dû licencier 10 employés. Il a contesté la décision de justice qui a permis à Pierre Mestre de racheter sa société sans succès. Je souhaitais que sur un plan déontologique, ça ne soit pas celui qui est le fauteur de troubles qui reparte sans avoir de prix à payer de tout ça. En fait, c'est l'histoire de chauffards qui roulent à fond sur l'autoroute pendant des semaines et des semaines et des mois sans assurance, qui blessent des centaines, des milliers de personnes sur la route, qu'un jour on arrête, et ce jour-là, parce qu'il y a l'ordonnance Covid, on leur dit ben, vous savez quoi, toutes les personnes qui sont blessées, vous vous en occupez pas, c'est pas grave, elles vont se démerder. Et puis vous, voilà, les clés d'une voiture neuve, parce que vous avez un peu cabossé la vôtre en blessant tout le monde autour. Merci, combien vous nous devez? 0, puisque M. Mestre a repris sa boîte 15 millions d'euros et en laissant 700 millions d'euros de dettes à côté. Quand il a racheté son entreprise, Pierre Mestre s'est fait épingler par La Glorieuse, le journal satirique local. Son rédacteur en chef s'intéresse de près à cette affaire. Là, on a fait un petit article piquant en disant que c'était une immense surprise pour tout le monde économique, la reprise d'Orchestra, et c'est fait en toute opacité. Qu'est-ce que vous voulez dire? Lui, il est à l'abri du besoin. On a estimé qu'il avait une fortune de plus de 80 millions d'euros. S'il n'y a pas de quoi s'indigner, je ne sais pas, dans ce cas-là, il faut baisser les bras. Ce qui choque le journaliste, c'est que Pierre Mestre a investi dans un domaine viticole de 17 hectares, situé en périphérie de Montpellier. Il abrite un hôtel relais château 5 étoiles et un spa. Le domaine de Verchamp est le haut lieu du luxe à Montpellier, avec un restaurant gastronomique, avec un hôtel avec des chambres entre 300 et plus de 1000 euros. Vous avez des salles de réception, qui sont les salles les plus courues à Montpellier. Et puis un lieu qui a été inauguré récemment, qui s'appelle La Plage. C'est une piscine avec une espèce de plage privée, vous voyez. Ce que je dis, c'est que le tribunal, il aurait dû faire vendre le château pour payer les fournisseurs. Parce que quand on n'honore pas 650 millions de dettes,
y a un problème. D'un point de vue légal, le tribunal de commerce n'a pas les moyens de toucher au patrimoine du chef d'entreprise dans cette affaire. Mais aujourd'hui, l'affaire Orchestra a dépassé le cadre local. À Paris, une députée dénonce les effets pervers de l'ordonnance Covid. En octobre dernier, à l'Assemblée nationale, la socialiste Laurence Dumont interpelle le gouvernement. Il ne saurait être question d'aider des patrons voyous, et ça existe. Grâce au tour de passe-passe de cette ordonnance pensée sans aucun garde-fou. Un permis officiel de licencier sans aucune entrave, en somme. Mais comment est-ce possible ? Le chef d'entreprise apure ses dettes de façon très confortable, fait prendre en charge les salaires par l'UNEDIC, fait un plan social de fait dans la reprise, et ça ne lui coûte rien. C'est très choquant, très choquant. Mais plus grave encore, c'est que dans cette ordonnance du mois de mai, telle qu'elle est rédigée, l'ordonnance, elle prévoit uniquement un maintien d'emploi. C'est trop flou. Maintien de l'emploi, ça c'est clair. Maintien d'emploi, D' avec un S, ça veut dire tout et n'importe quoi. Ça veut dire qu'à partir du moment où vous maintenez des emplois, vous êtes dans le dispositif. C'est pas possible, c'est pas possible. Chez Orchestra, le patron a pris des engagements fermes sur l'emploi. Mais cet homme a franchement du mal à y croire. Ralph Blindauer est l'avocat des représentants du personnel. À bord de son camping-car, accompagné de sa femme qui est aussi son assistante, il rejoint ce matin les salariés à Saint-Onès, près de Montpellier, où un site est menacé. Voilà, vous avez l'entrepôt Orchestra, avec le siège social qui est derrière, et là c'est l'entrepôt qui doit fermer. C'est un très gros entrepôt. L'entreprise a préféré privilégier un entrepôt à Arras, dans lequel Pierre Mestre, le patron, est intéressé. Pierre Mestre privilégie toujours ses intérêts personnels. Ralph Blindauer a donné rendez-vous aux salariés sur un parking. Pour cet entrepôt, Pierre Mestre avait fait une promesse très précise. Dans son offre, validée par le tribunal, il prévoyait la reprise de 130 contrats de travail affectés à l'entrepôt d'Orchestra de Saint-Onès. Mais aujourd'hui, 7 mois plus tard, les locaux sont quasiment vides. Il n'y aura bientôt plus d'activité. Les employés espèrent un repreneur. Tous craignent un plan social. Beaucoup sont lassés de se battre. Pour les motiver, l'avocat a apporté son mégaphone. Parce que j'ai constaté que les organisations syndicales étaient de moins en moins outillées. Et donc, mes enfants m'ont offert ça pour la fête des pères. Stéphane, on fait où on fait ici. Seule une quarantaine de salariés sont venus. Tous semblent résignés. Tout le monde m'entend bien? Sinon, j'ai ramené ma petite sono, mais bon, je pense que là... j'ai une voix assez forte. Bon, le dossier Orchestra n'est pas clos. Pierre Mestre a fait les promesses. Il en a fait pour tous les salariés. Mais il a fait surtout des promesses pour les salariés de l'entrepôt. Le premier objectif du combat, c'est de lui faire tenir ses engagements. Pierre Mestre se démerde. Il a une fortune personnelle. Du pognon, il y en a. C'est-à-dire qu'il n'a pas oublié de mettre le pognon de côté pour lui. Et aujourd'hui, des gens qu'il a payés au SMIC, au ras du SMIC pendant des années, il va les jeter comme des vieilles chaussettes. Ça ne va pas. Vous devez vous battre. Bon les amis, il est l'heure de reprendre le boulot. On fera une assemblée générale dans 15 jours. Il n'y aura pas nos camarades, on le fera entre nous. Là, on a des salariés qui n'ont pas l'habitude de la lutte sociale et moi, j'en vois plein. Donc je donne des conseils, mais je ne me substitue ni aux organisations syndicales, ni aux salariés. Par contre, moi, j'ai une certaine expérience. Ça fait 41 ans que je suis dans le métier. Mon père était délégué syndical. Voilà, je suis d'une famille de syndicalistes. La lutte est porteuse d'espoir. En réunion CSE, on va caler les dates pour le PSE. Vous avez donné des dates, les filles, hier, non septembre. On savait comment ça allait se passer. Pour nous, tout ça, c'était prévu. On le savait. Et on ne comprend pas aujourd'hui comment le tribunal a pu fermer les yeux sur ça. Donc la suite, pour nous, de toute façon, on n'en voit pas. Il faudrait un miracle pour qu'aujourd'hui, on trouve quelqu'un qui vienne et qui dise on reprend l'entrepôt avec les salariés. Et même si ça se faisait, il ne reprendrait pas l'intégralité des salariés. C'est exactement ce qu'on avait prévu depuis le début.
À côté de l'entrepôt se trouve le siège social de Orchestra. Après avoir longtemps hésité, Pierre Mestre accepte finalement de répondre à nos questions. Donc, je suis autorisé à retirer le masque, dans le respect des conditions de distanciation. Super. Quand vous m'avez contacté la première fois, je n'ai pas voulu répondre à votre interview. Parce qu'on n'aime pas la publicité, on n'aime pas la lumière avec ma femme. Ensuite, j'ai changé d'avis et j'ai accepté de vous recevoir parce que vous êtes allé interviewer à droite, à gauche et au milieu, qu'on l'a appris, bien entendu, et que ce n'était systématiquement que des témoignages à charge. Et c'est pour ça que j'ai accepté de vous recevoir, en me disant que peut-être vous alliez découvrir une entreprise avec des gens qui se battent pour leur travail, pour leur emploi, pour leur avenir, qu'ils soient actionnaires, qu'ils soient salariés, qu'ils soient fournisseurs ou qu'ils soient franchisés. Voilà. Donc s'il vous plaît, revenons sur l'avenir de l'entreprise. Quand on l'interroge sur le maintien de l'emploi à l'entrepôt, il est moins affirmatif que devant le tribunal de commerce. On essaye de trouver une solution pour Montpellier. On a beaucoup discuté avec un grand fabricant de croquettes de la région qui nous a baladés pendant des mois en nous prétendant avoir une solution. Est-ce que vous vous engagez à les reclasser ? Ce monsieur, aujourd'hui, cette entreprise, aujourd'hui, prétend qu'avec le Covid, elle met en suspens ses projets. Mais elle ne m'a rien écrit, elle n'a même pas eu la décence de me téléphoner. Vous, est-ce que vous êtes engagé vis-à-vis de ses salariés moi, je suis à minima engagé moralement. Donc, jusqu'au dernier jour de la dernière heure, on se battra pour essayer de trouver des solutions. À la mi-mars, selon les syndicats, Pierre Mestre a annoncé aux salariés de l'entrepôt qu'il les garderait tous, mais sur un nouveau site. Va-t-il tenir cette nouvelle promesse ? Une ancienne cadre du groupe doute de la parole du patron. Nous l'avons retrouvée à Saint-Malo. C'est l'ex-directrice des achats de Orchestra, Audrey Cassoucio. Voici 1 an et demi qu'elle a démissionné. Selon elle, son ex-patron se cache derrière l'ordonnance Covid pour faire oublier des années de mauvaise gestion. J'étais membre du comité de direction, puis du comité exécutif. On avait accès à tous les chiffres. Non, c'est pas le Covid. Alors que le Covid l'ait accéléré, peut-être. Il y a eu le passage des Gilets jaunes, où, suivant les discours, on a perdu 15 millions, 20 millions, 30 millions, je ne sais plus à combien on en serait aujourd'hui. Mais de la même façon, on était déjà en difficulté avant les Gilets jaunes. Ce sont des éléments qui sont venus aggraver la situation, mais pas qui l'ont créée. Plus grave, elle affirme que pendant longtemps, Pierre Mestre se serait arrangé pour ne pas payer ses dettes. En 2019, Orchestra était déjà au bord de la faillite. À quelques semaines d'un redressement judiciaire, le PDG aurait, selon elle, fait du stock, tout en sachant qu'il ne réglerait pas tous ses fournisseurs. On demandait aux fournisseurs s'ils pouvaient nous accorder un peu plus de délai de paiement que ce qui avait été négocié au moment de la commande. Et est-ce qu'ils étaient au courant qu'il y avait un plan de sauvegarde qui allait se profiler ? Non. Ben non. Donc, en quelque sorte, vous avez organisé, Pierre Mestre a organisé de ne pas payer une partie de ses fournisseurs ? En quelque sorte. Oui, en quelque sorte, bien sûr, oui. Vous pouvez me réexpliquer, c'est-à-dire, est-ce que ça vous a été formulé concrètement, ça ? Oui, oui, bien sûr. Et j'ai trouvé ça injuste. Injuste par rapport aux fournisseurs. Vraiment, vraiment injuste. Nous avons eu accès à des échanges entre Pierre Mestre et ses responsables des achats en avril 2019. Le patron leur ordonne de repousser les paiements après le 15 septembre, date du placement en redressement judiciaire. Une procédure qui suspend le règlement des factures, plusieurs millions d'euros. La prévision de trésorerie pour les 3 prochains mois est mauvaise. Il nous est indispensable de reconstituer un matelas de sécurité. Pour cela, nous devons immédiatement baisser les achats et repousser les paiements. Il s'agit de ne rien prendre pendant 60 jours et de ne rien payer avant le 15 septembre. Cordialement, Pierre Mestre. Les responsables des achats ont bien reçu le message du patron. Je m'organise pour les faire patienter 15 jours, ce qui porte l'échéance en septembre. Nous mettons de côté tous les paiements en échéance avant le 15 septembre. Ces mails sont aussi entre les mains de l'avocat des salariés de Orchestra. Salut.
Maître Ralph Blindauer a le sourire. Pour lui, ces documents pourraient apporter la preuve que le patron aurait commis des fraudes. Il espère faire annuler le plan de reprise, même si un premier recours a été rejeté. En avril 2019, on a demandé des délais de paiement à l'ensemble des fournisseurs. Les premiers documents, ils datent du 16 avril. On est dans un ensemble qui consiste à tromper d'abord les banques, à retarder le passage en sauvegarde, à passer en sauvegarde en plantant sélectivement les créanciers. On est sur un ensemble qui est totalement frauduleux de A à Z. On voit bien quand même que c'est vraiment intentionnel. Là, toutes ces pratiques-là, c'est à sa demande quand même. C'est pas quelqu'un d'autre, c'est lui qui décide. C'est lui qui a fait ses choix. Voilà. Et nous, en tout cas, on ne compte pas laisser passer ça. Les gens commencent à parler. Les langues commencent à se délier, les pièces commencent à s'accumuler et les victimes commencent à bouger. Ça n'est pas possible ce qui s'est passé là devant le tribunal. C'est trop gros, c'est trop énorme et personne n'a envie d'en rester là. Et les salariés non plus n'ont pas envie d'en rester là. Pierre Mestre dément les accusations de tromperie. Il y a plusieurs personnes qui vous accusent d'avoir organisé, comme on dit, le plantage des fournisseurs. Est-ce que vous avez sciemment organisé le plantage des fournisseurs? Non, mais il est évident qu'une entreprise qui est en difficulté n'a pas la capacité de tout payer. Qu'est-ce que vous ressentez vis-à-vis de ces gens-là? Je suis très triste et je suis même un peu honteux parce que c'est une forme d'échec. Et même si on peut dire que la réforme des retraites nous a coûté 10 millions, et le Covid nous a coûté 100 millions, et les Gilets jaunes nous ont coûté 38 millions, etc., on se sent quand même responsable, oui, en effet. Vous savez, madame, 90% des leaders français de la distribution de vêtements sont passés en procédure collective dans les 6 derniers mois. Ce n'est pas que des gens malhonnêtes, ce n'est pas des gens qui ont abusé, ce n'est pas des gens qui ont triché. C'est des conditions de marché qui sont devenues extrêmement compliquées. Au 31 décembre 2020, le gouvernement a décidé de ne pas reconduire son ordonnance Covid. Faut-il y voir un signe de regret ?